avec nous ce matin. Je vais laisser Hanifa se présenter, je me présente, on fait une petite intro sur la définition des quartiers populaires, parce qu'il faut évacuer le débat, et après on enchaîne. Merci. Bonjour, Hanifa Tagelment. Ça marche, c'est bon? Non, apparemment ça marche. Vous m'entendez? Donc je suis avec Mohamed pendant 1h30 avec vous. Merci de votre présence sur cette thématique qui n'est jamais facile à aborder, que ce soit au niveau sociologique, social, économique et politique. C'est difficile de parler de ce qu'on appelle les quartiers populaires, terme d'ailleurs que je récuse, mais on en parlera tout à l'heure. Donc on va faire une petite intervention à 2 voix pendant 1 heure et ensuite on vous donnera la parole les dernières 30 minutes. Présente-toi. Que je me présente? Ah, c'est compliqué de me présenter. J'ai 60 ans, donc j'ai l'âge d'avoir connu certaines luttes de l'immigration, d'avoir eu, je ne sais pas si c'est la chance, d'en avoir mené quelques-unes, d'avoir participé et conduit, dont certaines ont des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Donc on va faire une rétrospective de ces différentes et nombreuses luttes de l'immigration. Actuellement, je suis vice-présidente de l'association Mémoire en Marche, qui est une association marseillaise qui justement permet à ces militants qui ont mené des combats dans les années 70, 80, 90 et qui ensuite n'ont pas quitté la scène, qui ont toujours œuvré, de pouvoir à la fois se retrouver et à la fois se positionner sur la transmission de ces luttes qui doit permettre justement aux futures générations de continuer, parce que nous sommes tous de passage et que les luttes ne s'arrêtent pas avec nous. Voilà. Ok. Merci Hanifa. Donc Ben Sadah Mohamed. Alors moi je vais faire Il y a des otaries. D'accord. Une présentation un peu plus basique. Donc Mohamed Ben Sadah, je suis militant. J'aime me présenter sous cette forme un petit peu schizophrène de militant politique et de militant des quartiers populaires. Même s'il n'y a pas de réelle schizophrénie là-dedans, je pense que les deux font sens dans l'engagement. À terme, oui, non, mais je dis ça. Le camarade Adeline de la tête, j'expliquerai pourquoi. Donc, je suis membre actif du syndicat des quartiers populaires de Marseille. Je suis membre fondateur du collectif Quartier Nord, Quartier Fort, hein, qui travaille sur les questions d'égalité, de racisme et de justice sociale dans les quartiers depuis une bonne quinzaine d'années à Marseille. Politiquement, je suis, alors là je commence avec la série des ex, je suis ex-chef de file LFI Marseille pour les municipales 2020, ex-candidat au cantonal à Marseille aussi, et ex-candidat aux législatives sur la 4e circonscription de Marseille, une des 2 circonscriptions des quartiers nord de Marseille, extrêmement populaire, secteur un petit peu hybride, et où j'ai été battu au 2e tour par le Rassemblement national. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On tenait avec Hanifa à essayer de non pas d'éluder, mais en tout cas on a 1 heure d'exposé. C'est vraiment du survol, ce sera absolument pas exhaustif, et je conseille à tout le monde, à toutes celles et ceux qui s'intéressent à considérer que l'histoire politique et l'histoire tout court des quartiers populaires de Marseille, c'est une histoire française et c'est une histoire universelle, et qu'elle mérite toute son attention. Malheureusement, y compris jusqu'à aujourd'hui, ça reste un peu un angle mort dans l'agenda prioritaire des organisations politiques à gauche, celles qui nous concernent et qui nous intéressent. Et donc on va commencer par éluder la question de l'appellation quartier populaire qui revient notamment dans beaucoup de débats sur ouais mais quartier populaire qu'est-ce que ça veut dire, etc. Quartier populaire, c'est un slogan, c'est un emblème, c'est un étendard sémantique. C'est-à-dire que jusqu'à l'aune de 2005-2010, il y avait une grande problématique dans l'appellation, hein, nommer les choses, c'est déjà trouver le remède, mais il y avait une grande problématique à nommer ces territoires-là. Hein. Donc on ne rentre pas dans la définition socio-démographique, mais clairement dans une appellation politique de ce que sont les quartiers populaires. On appelait jusqu'à ce qu'on gagne cette bataille politique, hein, d'autres, hein, notamment Saïd Bouhamma et d'autres ont mené cette lutte, les gens du Forum social des quartiers populaires avec Tarek Kautari, Nordin Nasni et tant d'autres qui se sont battus pour que cette appellation quartier populaire devienne un étendard politique, parce qu'effectivement on hésitait
déjà avec tout l'arsenal du vocabulaire péjoratif qu'il y avait à l'époque, quartier difficile, ZEP, ZUP, ZIP, enfin vous connaissez toutes ces appellations, où on a du mal à s'identifier en tant qu'individu ou en tant que collectif dans ce cadre qui nous est défini par une pensée qui est quand même dominante. Là, c'est quand même entre guillemets des dominés qui ont choisi de s'appeler quartier populaire et qui finissent par imposer le mot quartier populaire dans l'environnement, j'allais dire, dans l'inconscient politique français. J'enchaîne sur une petite intro parce qu'en réalité on a essayé d'articuler en trois grandes parties cette histoire des luttes des quartiers populaires. On ne pouvait pas faire l'économie de relier ce qu'était l'histoire des luttes des quartiers populaires à ce qu'est l'origine des populations majoritaires dans ces quartiers-là. Donc forcément, quand on parle des quartiers populaires en France, en tout cas, on est obligé de s'intéresser à l'histoire de la colonisation et à l'histoire des luttes pour l'indépendance, notamment en Afrique. Parce que ça, là aussi, c'est un combat qu'on a longtemps mené avec des camarades à gauche, mais un combat qui est mené depuis très très longtemps. On en reparlera quand on abordera la question du MTA, mais ça animait déjà les discussions en 72-73 entre le MTA, c'est le mouvement des travailleurs arabes, qui avait été formé par des militants issus du comité soutien à la Palestine, beaucoup de travailleurs immigrés, beaucoup de gens qui vivaient dans les foyers Sonacotra et à l'époque ce qui s'appelait la gauche prolétarienne. Et déjà à l'époque l'appellation MTA, etc., et lutte des quartiers populaires posait problème parce qu'il y avait sous-jacent toujours cette peur de la division de la classe ouvrière. Ce qui n'est pas le cas, mais c'est que l'actualité de ces quartiers et l'avenir qui peut, entre guillemets, confirmer ce qu'on est en train de dire. Donc oui, il y a un lien évident avec la colonisation, parce que c'est, comme le dit Kerry James dans une de ses chansons, tout arrivait à son départ, et effectivement les Arabes et les Noirs qui sont quand même majoritaires dans ces quartiers-là viennent pas de n'importe où, ils viennent de l'ancien empire français. Et effectivement, il y a une histoire extrêmement compliquée, douloureuse, difficile, un sol qui est toujours pas fait, notamment sur la question de la guerre d'Algérie. Donc retour rapide sur la colonisation et ses conséquences en termes démographiques, économiques, sociaux et politiques dans les quartiers. Ces populations-là sont aujourd'hui en grande majorité françaises, mais elles sont issues d'une histoire avec un grand H, et d'une histoire politique particulière, qui fait que effectivement à gauche on a eu souvent beaucoup de mal à articuler ces deux traditions. Moi j'étais au Parti communiste pendant quelques années, et j'avais un véritable combat pour expliquer qu'effectivement les fameuses spécificité de ces quartiers populaires issus de cette tradition des luttes de l'indépendance faisait pas de nous, entre guillemets, des gens qui avaient envie de diviser la classe ouvrière. Donc c'était le fameux débat, cette espèce de controverse sur l'homogénéité ou l'hétérogénéité des classes populaires. Donc j'en reviens à la définition de quartier populaire. Classe populaire, c'est un terme sociologique que les sociologues utilisent depuis les années 70. Classe populaire au singulier, c'est un terme politique utilisé beaucoup par le Parti communiste jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et quand on voit la campagne de Fabien Roussel, on comprend que certains au parti en sont encore là. Et quartier populaire, c'est effectivement une espèce d'étendard politique qu'on brandit pour dire, bah oui, il y a une histoire qui est commune, c'est une histoire française universelle, et il faut qu'elle intègre ces spécificités-là. Ça veut dire faire cohabiter des traditions, la tradition ouvrière avec effectivement l'image tutélaire du pop class hero, avec celle peut-être du working class hero, avec celle peut-être qu'il faut inventer du pop class hero, parce que c'est quand même très très difficile de se définir quand on est issu des quartiers populaires en entendant systématiquement dans les réunions politiques parler que de Gramsci quand il s'agit de parler de l'hégémonie culturelle, sachant que par exemple moi je m'en réfère beaucoup plus à Amilcar Cabral et sur le fait que la culture est les derniers refuges de l'individu et du collectif en termes de résistance. Donc c'est
ça qu'on veut faire cohabiter en termes de tradition politique. Donc oui, on va faire un petit focus sur la guerre d'Algérie, peut-être en passant peut-être sur les grosses déceptions de nos arrière-grands-parents, nos grands-parents avec la guerre de 14-18 où effectivement l'Empire a été extrêmement sollicité en termes de ressources humaines et malheureusement en termes de victimes. On ne compte pas les Sénégalais, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, les Indochinois comme on les appelait à l'époque, qui se sont fait eux aussi massacrer, qui ont versé leur sang dans les tranchées à Verdun et ailleurs. Et pourtant, on comprend que dès 14-18, une fois la guerre gagnée, la première préoccupation politique des exécutifs de l'époque, ça a été d'effacer immédiatement cette population qui avait contribué à la libération, ou en tout cas à la victoire française de 14-18. Pareil en 39-45, où on a des épisodes qui marquent l'inconscient des générations, parce que dans les quartiers populaires, c'est les descendants, les afro-descendants ou les descendants issus du Maghreb qui perpétuent ces traditions, ces histoires orales. On a Jamal Attala qui nous en dira un mot tout à l'heure, mais qui perpétue, par exemple, 39-45 avec le retour des tirailleurs sénégalais, le fameux épisode de la caserne de Thiaroye qui est une vraie plaie de l'histoire, où des tirailleurs sénégalais se sont fait tout simplement massacrer à la mitraillette par leur frère d'armes français, parce qu'effectivement ils réclamaient l'égalité en termes de sol. C'était juste ça, ils ne demandaient pas la révolution ou quoi que ce soit. Bien sûr, on passe par... je survole, je suis désolé, on n'a vraiment pas le temps de rentrer dans le détail, mais on conseillera quelques livres ou quelques rencontres pour étayer le propos et documenter un peu ce qu'on avance. On va à la guerre d'Algérie, où effectivement là aussi il y a une énorme blessure qui dure et qui perdure des deux côtés, notamment dans les quartiers populaires, où effectivement on va commémorer le 17 octobre prochain les morts de la Seine, des centaines d'Algériens jetés dans la Seine. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à faire le décompte, même s'il y a des études historiques qui parlent de plusieurs centaines de victimes. Officiellement, c'est 15 victimes, c'est ça ou Enfin bon, bref, il y a une difficulté à reconnaître cette histoire-là. Alors, sans besoin de rentrer dans la discussion avec Zemmour, bon, on n'en parle plus, vaut mieux pas continuer à parler de cet énergumène, mais sans rentrer dans une histoire d'autoflagellation, de se dire non, c'est juste s'approprier, s'accaparer cette histoire avec ce qu'elle a de beau, ce qu'elle a de brillant et puis ce qu'elle a de douloureux, pour comprendre qu'on peut à terme avancer ensemble. La guerre d'Algérie qui se termine avec déjà beaucoup d'Algériens et de Maghrébins en tout cas, puisque tous les Maghrébins étaient des Algériens à l'époque, en France, qui vont s'installer en France, qui vont continuer à travailler. Les 30 Glorieuses, cette main-d'œuvre immigrée que la France a très très largement utilisée. Bon, bien sûr, l'état économique des pays d'origine explique cette immigration, mais l'état économique de ces pays est aussi dû à plusieurs centaines d'années parfois de colonisation. Donc il faut toujours relier cette histoire-là pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On arrive donc avec cette première génération qui s'installe d'abord toute seule. C'était les zouflis, c'est-à-dire les célibataires en arabe, qui s'installent dans des foyers, qui vivent, qui travaillent, qui puis petit à petit commencent à faire venir leur famille par le biais du regroupement familial. Et c'est là où je vais passer le relais à Hanifa. On se retrouve très rapidement jusqu'à 83 et l'émergence d'une deuxième génération, et où, surprise, horreur pour certains, la France s'aperçoit que il y a des jeunes Français qui s'appellent Hanifa par exemple, ou Jamel. Et cette prise de conscience et cette marche est un événement politique majeur. Rien d'aussi gros, rien d'aussi fort, rien d'aussi puissant s'est fait depuis 68 en France. Et la France se réveille avec effectivement une question à traiter. Et je te passe le relais si tu veux enchaîner dessus. Merci. Alors, je n'ai pas la prestance de Mohamed. Je ne suis ni sociologue, ni... Non, je n'ai pas. Honnêtement, je n'ai pas. Donc, je vais vous raconter. Je suis plus dans le... Je vais vous raconter. Donc, arrivé en 66 pour rejoindre son père dans des bidonvilles,
Donc une vie où tu n'es pas, je vais vous tutoyer parce que c'est plus facile pour moi pour raconter, où tu n'es pas malheureux puisque tu ne peux pas te comparer aux autres. Dans le bidonville, il n'y a que des Arabes. Donc en dehors de la maîtresse d'école, le blanc n'existe pas en tant que soi. On grandit comme ça. Donc du bidonville à la cité HLM, on va aller très vite dans cette histoire. L'HLM, donc cités qui ont été construites, il faut bien tu l'as dit, par des immigrés, mais pas pour eux. Il faut quand même rappeler aussi le rapatriement de la population que l'on appelle pieds noirs, donc des constructions à la va-vite. Et ensuite, les pieds noirs, comme toutes les couches de population qui s'enrichissent, s'en vont. Et donc, l'arrivée des immigrés dans les années 70 dans ces cités HLM. Et ils y sont toujours. Donc, l'assignation à résidence, elle dure depuis très longtemps, depuis des décennies. Dans les années 80, je voudrais juste revenir sur quelque chose. Il y a des mots qui n'existent plus, qu'on n'utilise plus dans notre vocabulaire, mais qui ont eu l'importance très forte sur notre façon et notre vision de voir le monde. Le mot exil. Le mot exil est très important pour nos parents puisqu'ils se sont exilés. Et du mot exil, donc la douleur de l'exil, est née une autre douleur qui était celle du mythe du retour. Donc dans les années 70-80, les parents, et notamment les mères de famille, n'avaient qu'un souhait, c'était repartir avec leurs enfants. Donc on a grandi dans ce mythe du retour qui est ce pays ne nous aime pas, ce pays nous l'avons chassé, nous lui avons fait la guerre et il nous a colonisés, donc nous quitterons ce pays un jour. Et ce jour n'est jamais arrivé. Donc, comme toute immigration, on se reproduit et puis ce sont les enfants qui ensuite grandissent et puis on est encore là. Donc, le mot mis du retour, le mot ratonnade, mot très important, qui malheureusement est en train de faire sa réapparition dans quelques endroits. Puisque nous avons grandi, oui à Marseille, oui. Mais à Marseille particulièrement, il y en a eu énormément, hein, dans les années 70, il y a eu des crimes racistes très importants. Et puis ces ratonnades qui faisaient peur à tout le monde, donc c'est-à-dire cette espèce de couvre-feu, vivre dans le couvre-feu, aller à l'école et rentrer, aller au travail et rentrer. Donc c'est très important de redire dans l'histoire ces choses qui nous ont marqués et qui font... Tu veux intervenir ? Si tu me permets juste un insert justement sur l'histoire des ratonnades, et on est clairement à l'aune de 72-73, ce qui a été appelé par les historiens comme l'été meurtrier, effectivement, avec une douzaine de crimes racistes. 16 crimes racistes, des Maghrébins qui sont fait lyncher tout simplement. Et se rejoue la troisième mi-temps de la guerre d'Algérie, en fait, hein, puisque c'est des membres de l'OAS installés à Marseille qui organisent, entre guillemets, la lutte contre l'invasion maghrébine. Déjà à cette époque-là, on était dans l'agression immigrée, etc., etc. Et avec quelque chose que nous vivons également aujourd'hui avec les médias, nous avions à Marseille un journal qui s'appelait Le Méridional, qui était très franchement raciste, au sens où ils ne s'en cachaient pas. Donc aujourd'hui, on redécouvre CNews, BFM, on les appelle des chaînes d'infos, alors qu'on sait bien que ce ne sont pas des chaînes d'information, mais bien de propagande. Et ça, il faut le dire aussi. Ça existait, ça continue d'exister. Donc des batailles très importantes contre les médias, déjà dans les années 70-80. Donc tout ça mené par des gens qui étaient plus âgés que moi. Donc on parle des gens du mouvement des travailleurs arabes, des syndicalistes, puisqu'il y a eu beaucoup de mouvements d'ouvriers syndiqués. On passera sur Renault, Biancourt, etc. On n'a malheureusement pas le temps de s'attarder là-dessus. Mais on avait aussi des immigrés qui étaient donc déjà intégrés dans les syndicats et déjà intégrés dans les luttes, en tant qu'ouvriers et en tant qu'immigrés. Puisqu'il faut le rappeler, nous n'étions pas français à l'époque. Nous étions algériens, tunisiens, marocains, avec deux choses très importantes qui étaient ce qu'on appelait la double peine, c'est-à-dire qu'au moindre problème, prison plus expulsion, ou quelquefois expulsion tout court. Donc on a vu des jeunes avec qui on a grandi, du jour au lendemain disparaître. Ils n'étaient plus là, ils étaient expulsés. Donc juste pour vous refaire vivre un petit peu cette période des années 70-80. Et puis, ce qui a fait que c'est pas la goutte d'eau mais la goutte de sang comme je l'appelle, qui a amené jusqu'à la marche les crimes racistes et les crimes de jeunes. Donc police-justice, c'est des mots avec lesquels nous avons grandi dans les années 80. Donc plus de 260 jeunes ont été tués. Et quand je dis jeunes, c'est entre 15 et 25 ans, qui ont été donc assassinés, soit crimes racistes, soit policiers.
Donc à Marseille, la goutte de sang, ça a été celle aux Flamands en 1980, de Lawari Ben Mohamed qui a été lui assassiné par un CRS. Ce qui a été un choc parce que c'était quelque chose qui pour nous était à la télé et dans la peur de nos parents. Mais là, c'était en bas du bâtiment. C'était là, c'était concret. La mort est quelque chose de très concret. Et donc, personnellement, ma conscience politique ou ma conscience militante, je ne sais pas comment l'appeler, est née à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est là, c'est ici, c'est dans le quartier, il y a un cadavre par terre, quoi. Et à partir de là, mais là je parle vraiment à titre personnel, c'est pour ça que je me différencie de Mohamed, est né quelque chose en moi qui est être arabe, on peut en mourir. Être arabe, on peut en crever aujourd'hui en France, quoi. Noir. Il y avait beaucoup moins de la communauté comorienne, en tout cas à Marseille, était très peu présente encore dans les années 80. Elle est arrivée après. Et l'OAS en voulait plus aux Arabes, parce que pour eux, tout Arabe était algérien. Hein. Ce que tu dis sur les combats, on disait les Maghrébins d'ailleurs, c'est un mot que l'on n'utilise plus, mais pour l'OAS, c'était les Arabes, ça voulait dire les Maghrébins, quoi. Donc je veux juste vous faire toucher du doigt ce dans quoi on a grandi et vécu dans les années 70, c'est-à-dire HLM, le père au chantier, très peu évidemment de moyens financiers, très peu de moyens, on parle même pas de culture, de loisirs, mais surtout cette espèce d'état anxiogène permanent, et avec l'état anxiogène qui était pour nous double, du retour d'un pays qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaissait plus. Donc là-bas, c'était un là-bas totalement fantasmé, qui faisait peur aussi, et le ici qui était, lui, inscrit dans une violence permanente. Donc là, pour finir les années 70, donc on arrive dans les années 80, avec un phénomène dont je veux vous parler, qui est avant la fin des années 80, c'était une histoire de mecs. Le mouvement des travailleurs arabes, les syndicats, c'était une histoire de mecs. Les filles, les femmes n'existaient pas dans ces luttes, ou très peu. Et dans les années 80, elles se sont levées, mais non pas en tant que femmes, mais en tant que sœurs de ceux qu'on assassinait. Et ça, il faut bien le dire. Donc elles apparaissent dans le militantisme à partir de ces années-là. C'est-à-dire qu'elles se sont emparées de ce problème à travers les drames familiaux, parce qu'un crime dans un quartier, on en parle très peu, c'est le quartier entier qui est traumatisé, c'est le quartier entier qui est dans la peine et la douleur. Et donc, là, je vais parler de la marche, mais puisque nous avons la chance d'avoir un vrai marcheur dans la salle, Jamal Attala, je vais parler de la marche, non pas comme élément... Pardon ? Non, le vrai marcheur, ceux de 83, pas de... Non. Oh, on est sérieux, là. À Marseille, l'idée de la marche n'est pas née à Marseille, elle est née dans la banlieue lyonnaise, parce que, évidemment, les crimes racistes étaient sur tout le territoire, y compris dans la ruralité. Donc il y avait les grandes villes, mais il y avait aussi la ruralité. Et donc cette idée de comment faire pour qu'on cesse ces ratonnades, ces crimes racistes, ce racisme intégral. Je fais une petite parenthèse, on parle beaucoup de la théorie du grand remplacement, mais nous on a vécu la théorie du grand blanchiment. C'est-à-dire qu'on ne parle pas beaucoup, mais le chômage de ces jeunes, c'est-à-dire qui n'étaient plus à l'école et qui n'étaient plus non plus ni en formation ni au travail. Et donc comment cette jeunesse a vécu ces années 80 ? Par l'action. En tout cas, personnellement, ce qui m'a fait me soulever, c'était ce n'est plus possible, c'est-à-dire ce qu'ont vécu nos grands-parents, nos parents, ce qu'ils nous ont transmis ou pas transmis, puisque moi, mon père s'est tué dans un silence, comme beaucoup de pères, sur la guerre d'Algérie, et ont évité de nous passer leur douleur. Donc, ce qu'on a vécu dans les années 80, ce qui a fait que nous bougions, c'était justement ces crimes racistes. Autre point qui nous a fait nous lever, c'est l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, 1981, avec deux choses essentielles pour nous. C'était enfin la possibilité de se constituer en association en 1901, puisque nous n'en avions pas le droit avant. Et l'autre chose, c'était l'apparition et la possibilité pour nous, donc, de créer des radios libres. Donc, d'où la naissance de plusieurs radios qui subsistent encore pour la plupart. Donc, ces deux choses nous ont portés
nous ont portés. Il y avait beaucoup de luttes autour des expulsés, beaucoup de luttes autour, il faut bien le dire aussi, des mariages forcés, c'est-à-dire des filles qui du jour au lendemain étaient amenées au pays pour être mariées, mais pas dans le sens, comme toujours, les parents pensaient bien faire, il faut bien le dire aujourd'hui. Donc nous avions plusieurs luttes comme ça à mener de front, mais la plus grande lutte que nous avions à mener, c'était, on ne le savait pas à l'époque, ça s'appelait comme ça, mais c'était notre survie politique et notre existence politique. C'est-à-dire comment s'inscrire dans le roman national et comment aller crier à l'État et aux Français que nous étions une part entière de ce pays. Donc voilà comment, pour moi, est née la marche. Jamel racontera tout à l'heure la marche au sens réel, c'est-à-dire comment elle s'est déroulée. Alors, avec le soutien, il faut... L'événement déclencheur, quand même. L'événement déclencheur, évidemment, c'est plusieurs assassinats et le fait que Toumi ait reçu une balle et qu'il n'en est pas mort. Donc c'était le survivant. C'était un des rares survivants de ces crimes policiers, de ces crimes racistes. Avec l'aide, il faut bien le dire aujourd'hui, de plusieurs associations, de quelques partis politiques, dont le Parti communiste, de quelques syndicalistes, et, il faut bien le reconnaître, de l'Église. C'est-à-dire que sans les protestants, la partie protestante avec le père Delorme qui a soutenu Toumi et qui a porté aussi cette marche, c'est-à-dire qui a apporté la logistique et la crédibilité politique de ce mouvement. Et donc nous nous sommes retrouvés donc dans cette marche qui est partie de Marseille, qui devait partir des Flamands justement, c'est-à-dire du lieu de vie militante de Marseillaise. Et la veille du départ de la marche, il y a encore eu un crime sur la Cayolle, c'est-à-dire dans les quartiers vraiment sud, les Calanques pour ceux qui connaissent Marseille. Il y a eu un crime et donc la marche est partie de la Cayolle. Cette marche, au début, elle n'a pas été médiatisée. Elle n'a pas eu de relais médiatique. C'était des jeunes... point barre, quoi. Et puis au fur et à mesure de la marche, qui est partie donc en novembre et qui est arrivée en décembre à Paris, elle a pris de l'ampleur. Elle a pris de l'ampleur parce que pendant que les marcheurs marchaient, nous, notre travail, c'était de faire que l'aboutissement de la marche à Paris, il y ait un maximum de monde. Donc imaginez que sans Facebook, sans aucun réseau social, sans pas un rond parce qu'on n'avait pas de sous, il fallait trouver des bus pour monter le maximum de jeunes à l'arrivée. Donc je ne vous dis pas ce qu'on a fait pendant qu'eux marchaient. Nous, on courait de tous les côtés pour trouver justement cet argent. Ça coûte très cher de monter un bus. Et à Marseille, on a réussi. Avec l'aide, je redis, des syndicalistes, des militants et du Parti communiste. Il n'y avait pas les autres partis. Ce serait mentir de le dire. Comment elle s'est médiatisée, cette marche ? Justement parce que les marcheurs, quand ils étaient sur une étape, ils téléphonaient pour dire où ils en étaient et combien ils étaient. Et là, l'importance des radios libres dont je vous parlais, qui pouvaient enfin en parler. Le seul journal qui a médiatisé la marche, c'est Libération. C'est Libération et le journal Sans Frontières, qui était un journal, là aussi, que je ne vais pas traiter de communautariste aujourd'hui, mais qui était un peu le journal de notre journal. Voilà, à l'époque, c'est notre journal. On ne peut pas parler de la marche sans parler du mouvement des familles victimes de crimes racistes. Parce qu'elles étaient là. Pendant la marche, dans plusieurs villes, se sont tenus ce qu'on appelle les forums justice. C'est-à-dire que, imaginez une famille d'immigrés dont on a tué le fils, et c'est ce qui s'est passé pour le procès des Flamands. Le flic est jugé en correctionnel. Qu'est-ce que ça dit pour vous, correctionnel, quand vous êtes une famille d'immigrés ? Donc il a fallu, et on a été quelques-unes, se former juridiquement. Aller voir le syndicat de la magistrature, aller voir des avocats. Certaines d'entre nous, et j'en fais partie, sont allées travailler chez des avocats parce qu'on ne voulait pas se faire avoir juridiquement. Le langage juridique nous était totalement inconnu. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, c'était énormément d'actions pour entourer ces familles. Il fallait les accompagner, il fallait trouver des avocats. Alors on avait des avocats militants, et là je tiens à rendre hommage à Danny Cohen qui nous a beaucoup accompagnés. Mais comment faire face à la justice quand votre frère ou votre fils est tué et que vous vous retrouvez en correctionnel alors que c'est du pénal. Aujourd'hui on le sait que c'est du pénal. Mais à l'époque il fallait encore le deviner que c'était du pénal. Donc c'était vraiment un moment, les années 80 pour nous, un moment de... Il fallait faire feu de tout bois et aller chercher partout de l'aide pour pouvoir soutenir ces familles. Elles étaient nombreuses, malheureusement très nombreuses. Je vais arrêter là parce qu'après ça me renvoie à des douleurs personnelles que je n'ai pas encore dépassées.
Merci Hanifa. Alors sur le bilan politique de la marche de 83, il y a beaucoup de choses à dire. Hanifa disait que dans la participation, ou en tout cas dans le soutien des organisations politiques, certaines étaient absentes. Oui et non. Puisque on s'aperçoit, et pardon, c'est là où c'est mon rôle de mettre les pieds dans le plat et de régler des comptes même à distance, et encore aujourd'hui. Alors je sais qu'on est dans le cadre de la NUP et qu'il faut absolument pas dire de mal, mais avec les camarades socialistes, je le dis, on l'aborde très souvent cette question-là, et puis il y en a beaucoup qui ont rompu avec cette tradition, parce que la marche pour l'égalité contre le racisme, c'est une aventure politique extraordinaire, d'un courage absolu. Je veux dire, ce qu'on a accompli, ma génération en moi et même celle qui arrive pour l'instant, c'est même pas le centième de ce que Jamel Attala, Nordine Nazni, Hanifa, Yamina Bencheni, enfin bref, ils sont des centaines et centaines, ont accompli, ils ont vraiment déjà fait rentrer dans l'inconscient collectif et dans l'inconscient politique français l'existence de cette diversité. Pardon, c'est pas un mot que j'utilise souvent, mais bon, en tout cas, ils ont visibilisé une partie de cette minorité politique qui au final devait rester muette, invisible, etc. Et ben, non, ils l'ont fait débouler en partant à 10 de la Cailleule et en arrivant à plus de 120 000 à la Bastille. C'est un exploit extraordinaire avec des vraies conquêtes politiques, notamment la carte de séjour de 10 ans, une grosse bataille sur la double peine dont vous a parlé Hanifa. Mais par contre, il y a un bilan politique qui est dramatique. Dramatique, il y a un vrai premier rendez-vous manqué, une véritable escroquerie politique. C'est catastrophique ce qu'a réalisé le Parti Socialiste par le biais de SOS Racisme. Alors je sais que ça va surprendre quelques-uns d'entendre ces mots-là, mais SOS Racisme a été un espèce de sous-marin qui a torpillé cette initiative éminemment populaire, issu des quartiers, qui a transformé ça en espèce de mouvement folklorique, culturel. D'ailleurs, jusque dans l'appellation, il y a un truc qui nous révulse. Alors, ceux qui ont participé, la marche des beurs, c'est juste une abomination, quoi. C'est devenu la marche des beurs. Donc ça, c'est pour l'aspect culturel, mais pour l'aspect politique, ça a été aussi, entre guillemets, un champ d'expression qui a été conquis sur des luttes menées par des habitants ou des jeunes de ces quartiers-là, qui se battaient notamment pour leur vie, pour leur survie, et qui sont devenus, entre guillemets, des espèces de concessions politiques pour, et ouais, je les cite, Julien Drey, Harlem Désir et leurs copains, et Assouline, et j'en passe, et des meilleurs. Et ça, c'est une vraie blessure, et si on veut comprendre la difficulté qu'on a aujourd'hui à renouer le contact avec les quartiers populaires, ben, il faut se tourner et questionner les gens qui ont vécu cette période-là, et comprendre la gifle qu'ils se sont pris. C'est juste hallucinant de se retrouver à monter le banquet, à faire toute l'installation, etc., et puis de voir le gars qui arrive et qui t'explique que lui il comprend mieux que toi et que ah oui bien sûr, le paternalisme qui est un racisme non assumé, mais qui est un racisme où effectivement c'est ton pote qui va te défendre et toi qui n'es absolument pas en capacité ni de prendre ton destin en main, ton destin en tant qu'individu, mais ton destin politique. Donc pardon, mais j'ai encore moi, par le biais de cet héritage dont je me sens quelque part j'allais dire l'héritier, c'est pas beau ça, un héritage héritier, bon, enfin bref, dont je me sens tributaire, voilà, je cherchais le mot. Voilà, c'est pour ça que je dis tributaire. Donc l'héritage dont je me sens moi et tant d'autres tributaires, de rendre hommage à ceux qui ont mené la lutte, et puis encore une fois de remettre face le miroir face à celles et ceux qui ont ravagé cette initiative qui aurait pu changer la face politique de la gauche jusqu'à aujourd'hui. Donc ouais, SOS Racisme, on sait ce que ça a donné, on sait ce que ça devait. On parlera juste après. On finit vite la présentation et on se pose les questions. Je sais que ça c'est un truc dont on va discuter. Mais ouais, mon avis à moi, il est tranché. Je pense que ceux qui l'ont vécu de près, il l'est encore plus. Et il y a une vraie méfiance. J'allais dire presque instinctive à l'égard des initiatives politiques. Depuis, il y a beaucoup d'organisations politiques qui ont essayé de faire des OPA amicales, on va dire,
dans les quartiers populaires. Il y a eu les Verts à l'époque, il y a eu le NPA, il y a eu le Parti communiste qui a essayé de revenir. Aujourd'hui, la France insoumise, surtout par le biais de Jean-Luc Mélenchon, a trouvé la façon dont on parlait. Peut-être pas dans notre organisation et dans la façon dont on milite dans les quartiers. Ce sera peut-être un des termes du débat qu'on aura à la fin, si on a le temps. Mais donc voilà, 83, ça reste une aventure exceptionnelle et un traumatisme fondamental pour comprendre la mentalité des acteurs et des actrices politiques des quartiers populaires. Je continue donc sur une espèce de no man's land qui va de 83 à 2005 quasiment, avec la parenthèse enchantée de 98, hein, donc la France Black Blanc Beurre, etc., etc. On a tous gagné. Mais bon, on nous a tous demandé de devenir des Zidane et des Thuram, donc ça a été un petit peu compliqué. En termes de talent, ouais, il y a du talent dans les quartiers, mais on n'est pas tous Zidane ou Thuram, donc l'intégration passe pas forcément par marquer de buts en finale de la Coupe du Monde face au Brésil. C'est un petit peu compliqué. En tout cas, la barre est très très haute. Donc il y a une espèce non pas en tout cas en termes de médiatisation et de mise en avant des luttes des quartiers populaires, parce qu'il y en a toujours eu. D'ailleurs, en 95 se crée le mouvement des immigrations et de la banlieue, le MIB, toujours à Lyon d'ailleurs, avec Tarek Kautari, je crois que Nordine Isnasni y était aussi, et tant d'autres, qui était un mouvement pacifiste mais extrêmement radical par rapport notamment à ses relations avec la gauche socialiste, hein, et d'emblée ça a été une relation plutôt privilégiée avec la gauche radicale, avec les gauches radicales et les traditions. Donc il n'y a pas de no man's land en réalité en termes de continuum politique, mais en tout cas en termes de projection ou d'événements phares, il y en a pas. Il y a une espèce d'invisibilisation, de mise en sourdine de ce qui se passe dans les quartiers, une crise endémique parce qu'on sort tout simplement des 30 glorieuses et les quartiers avec le rôle de la politique de la ville que j'aborde juste de par le nom, mais ça aussi, ça a un rôle majeur dans ce qu'on vit dans les quartiers aujourd'hui, font qu'on se retrouve dans une crise sociale, économique, écologique et démocratique hallucinante dans ces quartiers-là. Et pardon pour le raccourci, mais on arrive à 2005 et 2005, Clichy-sous-Bois, octobre, je crois que c'est le 27 octobre 2005. Il faut toujours un élément déclencheur. Je pense que ça couvait depuis longtemps par ailleurs, mais il faut toujours un ou plusieurs éléments déclencheurs. Donc la mort de Ziad et Bouna dans un transformateur, hein, après avoir été poursuivi par la police étant censée nous protéger, mais bizarrement dans les quartiers, et moi qui suis trop jeune pour avoir fait la marche de 83 et trop vieux pour avoir brûlé des voitures à ce moment-là en 2005, je sais que, y compris en ayant grandi à Coro, quand je voyais les flics, je me barrais. Donc c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Je veux bien qu'on soit tous fous, qu'on soit tous des délinquants potentiels, mais à un moment donné ou à un autre, il faut se poser des questions. Donc pas parler de la police qui tue, parce que bon voilà, mais oui, parfois elle tue, parfois elle fait mal, parfois elle frappe à coups de bottin, et on n'est pas tous traités de la même manière dans un commissariat. Donc oui, ces jeunes-là se carapatent en courant et finissent grillés à plus de je sais pas combien de centaines de milliers de volts par le biais de cet accident, mais qui est un accident provoqué. Alors il y a une controverse sur l'élément déclencheur. Certains disent qu'effectivement il y a eu 3 jours de latence qui correspondent à la mort de Ziad et Bouna et les grenades dans la mosquée Bilal, qui effectivement c'est à partir du 30 octobre que tout part en carabouille. Voilà, tout part en vrille le 30 octobre, après justement cette attaque de la mosquée Bilal le 30 octobre. Et c'est d'ailleurs été largement repris par la droite et l'extrême droite pour qualifier la révolte. Moi je ne parle pas des meutes de 2005, de la révolte de 2005 comme une révolte profondément communautariste. Pas du tout le cas. Il y a des études sociologiques qui ont été menées, notamment par Laurent Mucchiali, qui a fait un ouvrage dessus que je vous conseille, qui s'appelle Quand les banlieues brûlent. Vous pouvez le trouver, je crois que c'est les éditions de La Découverte, et où il y a des témoignages innombrables, où effectivement il y a une vraie
identification. Il y a une vraie, comment dirais-je, un vrai tropisme identitaire, mais alors absolument pas. On est des Arabes, on est des Noirs, on va tout casser, pas du tout. Non, non, non. Il y a un tropisme identitaire de classe où les jeunes expriment deux choses. Ils brûlent leur carte d'identité en disant mais de toute façon on n'est pas français, ça sert à rien, on la brûle. Ça c'est un geste politique fort. Donc contrairement à ce que disait une partie de la gauche qui n'a pas su à ce moment-là rebondir et saisir l'intérêt d'accompagner cette révolte-là, je ne dis pas de l'encadrer parce que c'est péjoratif, mais en tout cas d'essayer de la comprendre, de l'analyser et de travailler, à part le NPA qui à l'époque avait fait cet effort-là, il faut le reconnaître, notamment Olivier Besancenot, on a eu un silence de toute la gauche sur cette histoire-là. Et il disait d'une part, puisqu'on n'est pas français, donc on brûle nos papiers français, ça sert à rien. Et de deux, il disait, de toute façon, on est exclu de cette société économiquement, on est des pauvres, on est des crevards. Et ça revient effectivement à l'homogénéité de la classe ouvrière. Donc en réalité, le serpent se mord la queue. Et le débat qu'on a avec notamment certains camarades du PC est un débat qui, à mon sens, doit être définitivement dépassé. 2005, donc c'est une claque dans l'inconscient collectif français. C'est une vraie prise de conscience qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce qu'on appelait les banlieues et que plus tard, nous, on a décidé, entre guillemets, politiquement d'appeler les quartiers populaires, mais qu'il y avait une vraie fracture sociale, comme dirait le fameux orthopédiste qu'on a eu comme président, Jacques Chirac. D'ailleurs, fracture qu'il n'a jamais consolidée avec des gestes à la symbolique extrêmement traumatique, puisque l'état d'urgence a été décrété 3 mois. L'état d'urgence qui n'avait jamais été remis en place depuis la guerre d'Algérie, ce qui dit l'ampleur de l'horreur, de l'effroi qu'ont senti entre guillemets qu'a senti le pouvoir à ce moment-là, et l'opinion publique qui a été traumatisée notamment par ces fameuses. Moi j'en garde encore, vous savez, on a toujours les cartes météo. Et à l'époque, en 2005, on avait tous les soirs un gars ou une nana qui nous mettait des incendies dans les endroits. 105 quartiers qui ont été touchés par cette révolte-là. Là aussi, un deuxième rendez-vous manqué, oui, effectivement, par le NPA qui a essayé à cette époque-là de comprendre ce qui s'est passé. Beaucoup ont fait des parallèles avec et peut-être aussi des parallèles racistes avec le fait que 68 c'était une révolte qui profondément a été consciente et conscientisée, qu'effectivement il y avait eu l'unité entre la classe ouvrière et les étudiants, que ça venait de loin, que le marxisme avait fécondé cette révolte et que par contre dans ces quartiers-là les jeunes brûlaient des voitures en bas de chez eux parce qu'ils étaient complètement disjonctés, etc., etc. Mais la réalité, quand vous discutez avec ces jeunes-là, c'est qu'ils auraient bien brûlé des voitures sur les Champs-Élysées, mais je pense que là, ils auraient envoyé les rafales. Donc la réalité, elle est juste là. On montre au pays dans lequel on vit, qu'on y vit et qu'il va falloir prendre conscience qu'il y a des solutions, ou en tout cas une problématique à prendre en compte. Élément déclencheur aussi, alors dans la chronologie, c'est pas l'élément déclencheur, mais c'est la fameuse phrase de Sarkozy, qui à ce moment-là est ministre de l'Intérieur, et qui va sur le parvis des 4000, je crois, je sais plus. Argenteuil, exactement, voilà, Argenteuil, et qui interpelle une dame à l'étage et qui dit vous en avez marre de ces racailles, on va vous en débarrasser. Effectivement, la théorie de la carcérisation des quartiers populaires, qui est ressorti relativement souvent jusqu'à dernièrement avec Ciotti et ses petits copains. Et Pécresse aussi, effectivement, Pécresse pendant la campagne présidentielle. Donc oui, une vraie prise de conscience politique, parce que effectivement là il y a beaucoup d'initiatives qui se sont mises en place pour d'une part déjà essayer de transformer cette matière incandescente volcanique issue de 2005 et des mobilisations parfois violentes qui ont eu lieu dans ces quartiers-là, et les transformer en mobilisation sociale et citoyenne. Donc je ne peux pas refaire la totalité des initiatives, elles sont innombrables, en tout cas elles existent, et partout dans tous les quartiers de France il y a eu des choses qui se sont faites. Je dirais qu'au-delà de ça il y a eu des tentatives, je sais pas, c'est un sujet qui est polémique, y compris à l'intérieur de la sphère de ceux qui s'intéressent au quartier populaire, mais juste avant, en 2004, il y a l'appel des indigènes.
Donc avec effectivement là aussi, en tout cas en ce qui concerne l'appel des indigènes qui avait été signé par une grande partie de la gauche et qui après était le cadre d'un débat complètement hystérique sur la communautarisation des banlieues et des quartiers populaires. Le MIB qui lance à partir de 2005, 2006, 2007, 2009 ce qui s'est appelé plus tard le Forum social des quartiers populaires, qui est une tentative de fédération de ces initiatives et de ces mobilisations en termes de lutte sociale. Et donc un mouvement politique dans les quartiers populaires qui change de braquet, parce qu'il y a quand même un échec avec plusieurs rencontres nationales des immigrations et des banlieues qui font le lien effectivement entre l'histoire et l'actualité. Et malheureusement, ce mouvement issu de la tradition des quartiers populaires qui a beaucoup de mal à se fédérer et à peser politiquement avec comme, j'allais dire marronnier, mais surtout comme épouvantail, toutes les échéances électorales et une instrumentalisation pratiquement partout au niveau hexagonal des mobilisations locales avec la fameuse diversité cosmétique, la thématique du casting où effectivement on met un noir, une arabe ou un asiatique pour faire joli dans une liste ou sur une photo, et des problèmes qui durent, qui perdurent, hein, chômage, mal logement, insécurité, etc., qui jusqu'à aujourd'hui ne sont non seulement pas réglés mais empirent. Tu veux dire un mot sur 2005 ou sur la suite? Parce qu'après, on passe de toute façon à ce qui est plus proche de chez nous. Et là, si tu veux reprendre la parole. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être donner la... Et on termine juste l'histoire du... Oui. Parce qu'on n'y est pas. Pour qu'on puisse avoir 10 minutes pour clôturer. Mais on finit. D'accord. Juste, tu veux terminer sur... Donc on passe de 2005 à... Non, mais c'est pas l'histoire de parler bien. Hein, voilà. De 2005 à aujourd'hui, il s'est passé énormément de choses. Et au tournant de 2010, 2011, 2012, beaucoup d'associations de quartier de mobilisation et de lutte de quartier se sont regroupées autour de luttes locales, micro-locales, beaucoup autour de la question de l'école, avec une vraie ségrégation qui est mise en place. Hein. Je citerai notamment l'initiative des mamans du Petit Bar. Hein. Alors, effectivement, le slogan peut vous choquer, mais elles ont manifesté en disant « Nous, on veut des petits blancs dans notre école », ce qui veut effectivement tout dire. Moi, à la remise d'un livre blanc à l'époque où Garot Sépian était encore maire du 13-14 à Marseille, il se targuait effectivement qu'à la Busserine, il y avait 92 ou 93 nationalités qui étaient représentées, 92 ou 93 origines qui étaient représentées, et je ne sais plus qui dans la salle s'était levé, il dit oui, mais il n'y a pas de français. Donc c'est un petit peu problématique. Français avec tout ce que ça peut comprendre comme nuance et comme degré d'appréhension. Attention aux paroles que je prononce, j'essaie de toujours mettre un petit peu de la nuance dans ce que je dis, mais il faut comprendre qu'effectivement, il y a eu une démobilisation autour de la question de l'école et autour de la question du logement. Énormément de lutte autour de la question du logement. Les associations de locataires sont un incontournable si on veut, entre guillemets, aller discuter dans les quartiers populaires, parce que, et alors pour le coup, tu parlais tout à l'heure des luttes qui se sont organisées depuis les années 70 dans les quartiers populaires. Il ne faut pas que ce soit un angle mort, les luttes féministes ont toujours été présentes. Hein. Je citerai juste de 79 à 84, Jamel peut-être nous en dira un mot, je ne sais pas s'il aura le temps, mais en tout cas sur les Ahmad banlieues, qui étaient effectivement, eux, déjà la première association féministes dans ces quartiers-là, qui en plus de militer au sein de leur quartier ont publié un journal, je ne me rappelle plus le titre, mais pendant des années. Donc le féminisme a toujours existé. Et pourquoi je parle du féminisme? Parce que dans les quartiers populaires, les associations de locataires, les associations de lutte pour l'école et les petits, c'est quasi systématiquement à 99,9% des femmes qui, pour des tas de raisons, attention, hein, il n'est absolument pas question dans mon propos d'essayer de dénigrer ou de faire une comment dirais-je,
une stigmatisation à la ni pute ni soumise hein, des hommes et des jeunes de nos quartiers, absolument pas. Mais il y a des raisons objectives qui expliquent ça. Mais en tout cas, il y a énormément de femmes extrêmement impliquées dans ces luttes-là et qui au final contrôlent quasiment tout ce qui se passe dans le quartier. Donc oui, les femmes sont une clé politique de nos quartiers. On va sûrement en parler tous les deux, mais la violence dans le quartier, de la violence raciste, elle est passée à quelque chose qui devient de plus en plus prégnant. C'est l'installation des réseaux et des trafics de drogue dans nos quartiers. À tel point que moi j'en suis à me poser la question de savoir si effectivement les politiques municipales qui consistaient à gagner la paix sociale dans les villes ne sont pas devenues tout simplement des politiques nationales, hein, notamment sur la question de la légalisation du cannabis, où on voit que à droite et à l'extrême droite, n'en parlons pas, parce que bon, de toute façon ils sont hors débat, mais en tout cas à droite, ils s'arc-boutent sur le fait de absolument pas, ne serait-ce commencer que à poser les termes de ce débat-là. Et à l'aune de... C'était 2013 ? Ouais, c'était 2013, collectif du 1er juin. Oui. Alors là, on va parler d'une expérience où on est carrément acteur avec Anifa. 2013, Marseille qui connaît déjà des vagues de violence depuis des années. On a été précurseur malheureusement dans le champ des Kalash. En 2013, on a un été, mais alors terrifiant. Je crois qu'il y avait des jeunes qui tombaient tous les jours. Hein. C'est pour ça que quand on parle encore une fois, il faut toujours, s'il vous plaît, si vous ressortez de là, à chaque fois qu'on parle de règlement de compte, dites non. C'est pas des règlements de compte, c'est des assassinats. Le règlement de compte est juste une manière de se disculper, de pas s'intégrer à la responsabilité collective, politique qu'on a toutes et tous à l'égard de ces problèmes-là. Et surtout, s'agissant d'Anifa, de moi et de tant d'autres, les jeunes qui meurent, qu'on le veuille ou non, alors ils ont choisi un schéma de vie qu'on peut dénoncer, qu'on peut regretter, etc. Mais c'est nos petits frères, c'est nos petits cousins, parfois nos enfants. Et donc, oui, quand ils meurent, ça nous fait énormément de peine, surtout quand on voit les dégâts que ça occasionne socialement dans ces quartiers-là. Donc 2013, un été meurtrier avec un paroxysme de l'horreur, parce qu'en plus après c'est vraiment le tourment japonais, quoi, avec la fameuse mode des barbecues où les types se faisaient assassinés et brûlés quasiment vifs, parce qu'ils n'étaient pas morts dans les coffres des voitures. Hein, je crois qu'en 2013, il y a eu au moins 21 morts. 24, ouais. 24 morts, dont un triple assassinat aux Oliviers, qui déclenche la création du collectif du 1er juin. Et là, pareil, c'est les mamans du quartier qui en ont eu ras-le-bol, qui sont descendus au centre social, qui l'ont investi, qui ont dit bon, poussez-vous de là, maintenant, nous, on veut que tout le monde discute. Et finalement, on est arrivé à monter un collectif qui accouche d'une marche pour nous extraordinaire, qui part de la gare Saint-Charles, qui va à la préfecture de Marseille le 1er juin 2013, et qui réunit, pour le coup, parce qu'on est toujours dans le mythe du joueur de flûte, hein, souvent quand on discute avec des camarades qui disent ouais, mais ils sont où les gens des quartiers populaires, ils sont où ben moi j'ai pas de flûte et je peux pas siffler dedans en les faisant venir des trucs, et puis surtout l'abstention elle frappe les quartiers populaires, avec un gap de 20% de plus pour les quartiers populaires que les autres, mais elle frappe tout le monde. Donc cette espèce de reproche, on peut le faire partout et pas simplement dans les quartiers populaires. Donc elles se saisissent de cette question-là, s'engagent au niveau des associations. Il y a un collectif qui se met en place avec beaucoup de volontarisme. On arrive à trouver une plateforme de revendication qui sort... qui sort de l'écueil de l'armée dans les quartiers, parce que ça pour nous effectivement c'est une abomination, il n'en est absolument pas question, et qui effectivement recontextualise la totalité de ces mécanismes d'oppression, parce qu'on voit les morts dans ces quartiers, mais on n'essaie pas de comprendre pourquoi les jeunes s'entretuent et pourquoi ils ne trouvent pas de débouchés, etc. Donc c'était une marche contre toutes les formes de violence. Tu veux peut-être en dire un mot pour la suite ou pas? D'accord, donc je continue, désolé, mais...
Donc cette marche elle aboutit à la préfecture avec une plateforme de revendication. Bien sûr on se fait plus ou moins bananer par les institutions. Il y a toujours une espèce de lune noire des institutions, les gens qui sont happés par les promesses qui sont faites, et puis les élections municipales de 2014 en point de mire. Le collectif qui éclate, avec Anifa et avec d'autres, nous on crée à l'époque le collectif des quartiers populaires de Marseille. On engage à l'été 2014 une quinzaine d'assemblées populaires, c'est-à-dire qu'on allait dans les quartiers parce qu'il y avait besoin de s'exprimer, quitte à ce que ça passe par le biais juste de la dénonciation et d'être parfois dans ce truc parfois un petit peu inefficace et fatigant où on est dans le témoignage. Mais bon, les gens avaient besoin de cette catharsis, donc on était obligé de passer par cette phase-là. On fait 14 assemblées populaires qui rassemblent de 250 à 50 personnes. Alors, comment dire, je ne sais pas combien on est là aujourd'hui, mais une assemblée dans les quartiers populaires, c'est pas une assemblée comme ici, je vous le dis clairement. Tu es à la tribune, tu perds 4 kilos en sortant du truc parce que c'est un truc de fou. Bon, vous allez me dire, moi j'en ai besoin, mais voilà. Mais c'est extrêmement physique, c'est extrêmement éprouvant, c'est extrêmement difficile. Ce qu'on est arrivé à faire quand même malgré tout, c'est là aussi on va faire du placement de produits, c'est que tous ces débats-là, on les a plus ou moins enregistrés et on a réussi à rédiger ce qui pour l'instant reste la seule initiative de ce genre en France, c'est-à-dire un livret qu'on a appelé l'urgence sociétale et qui rassemblait 101 propositions. Bon, vous avez compris, 101 propositions, à quoi ça faisait appel. Toujours pareil, le clin d'œil historique, mais 101 propositions, urgence sociétale pour les quartiers. Il est en ligne, vous pouvez taper 101 propositions et vous verrez, il y en a qui sont encore beaucoup d'actualité. Il y en a qui peuvent faire débat, mais on a essayé malgré tout d'être fidèle à la parole des habitants, et même si moi ou Anifa en bon gaucho, il y a des choses qui nous plaisaient pas trop, on pouvait pas trahir l'esprit de ce qui avait été entre guillemets débattu dans ces trucs-là. Bien sûr, le collectif explose, hein, comme beaucoup de collectifs dans les quartiers, parce que voilà, tiraillés par certains diront pour aller vite par les égos, d'autres qui veulent se pencher sur la question plus précisément par le fait que politiquement on reste l'instrument, pour ne pas dire la marionnette des organisations politiques. Et on en arrive à aujourd'hui, avec des luttes qui continuent dans tous les quartiers. Tu veux toujours pas dire un mot, Anifa, tu veux répondre aux questions, c'est ça? Non, pas de souci, je peux. Les luttes actuelles ressemblent férocement aux luttes d'hier, hein, c'est-à-dire on est toujours sur la thématique du logement. Aujourd'hui, on parle d'assignation à résidence, mais elle est réelle. Je veux dire, à Marseille, on a des gens qui demandent, qui ont des dossiers de demande de logement qui datent de 14 ans. 14 ans, c'est-à-dire que la famille, elle s'est reconstituée, voire déconstituée, et on n'a toujours pas déménagé. Donc ça reste un des problèmes, c'est-à-dire on parle beaucoup de mixité. Alors j'ai travaillé dans le logement social, parce que quand on est militant, malheureusement, on l'est quelquefois à temps plein. La politique du repeuplement. Et je ne parle pas d'il y a 10 ans, je vous parle de l'année dernière, c'est-à-dire qu'apparaissent ils font beaucoup de réunions pour arriver à ça. C'est-à-dire on parle aujourd'hui de politique de repeuplement, c'est-à-dire de mixité, qui est un leurre et qui est un mythe aujourd'hui. Je veux dire, les gens qui habitent dans les quartiers populaires, ils mourront dans les quartiers populaires. Ils y mourront, il faut bien l'accepter. Et leurs enfants sont les futurs clients des bailleurs sociaux. C'est-à-dire que c'est ça qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire un jeune qui a 20-25 ans, qui vit chez ses parents, lorsqu'il veut déménager, on va lui trouver un petit T2 dans le quartier. Dans le quartier. Bon, c'est pour son bien. Hein. C'est pour son bien. Donc, le logement social et notamment les bailleurs sociaux, qui, rappelons-le, vivent aussi grâce à nos impôts, on pense et au loyer de ces populations, sont aussi l'instrument de ce qui se passe aujourd'hui. L'emploi, quand on regarde les organigrammes des institutions qui, il faut le vivre, hein, financent, subventionnent des actions de lutte contre les discriminations, je pense à la région,
je pense au Conseil général, je pense à l'État, ils vous financent si vous faites quelque chose sur les luttes contre la discrimination, ils viennent, etc. Mais qui eux-mêmes s'inscrivent dans ces discriminations, et il suffit de regarder leurs organigrammes. Et l'organigramme des bailleurs sociaux, aujourd'hui, ce sont des vraies luttes à mener. Il y a 20 ans, on nous disait que nous n'étions pas diplômés. Aujourd'hui, des diplômés, il y en a. Il y en a même trop. Et ils sont au chômage, ou toujours pareil, payés au SMIC. Et comment vous arrivez à vivre avec un SMIC? Mais ça, c'est un autre débat qui nous attend d'ailleurs pour cet hiver, puisque apparemment nous étions dans l'abondance. Je ne sais pas si les quartiers populaires étaient dans l'abondance. La corne d'abondance, il y a longtemps qu'ils l'ont cassé pour eux. Donc ça, pour moi, c'est les deux mamelles du problème qui sont dans les quartiers populaires. Après, c'est sûr, on revient sur l'abstention, il y a aussi la culture politique. Mais l'abstention, elle ne naît pas comme ça. Elle naît des désillusions qui durent depuis 40 ans et d'une espèce de mariage raté, ou je ne sais comment l'appeler, avec la gauche. Je ne dis pas le Parti socialiste, avec la gauche. Et aujourd'hui, quand on arrive dans les quartiers et qu'on se présente d'ailleurs à des élections, on se prend ça dans la gueule, mais avec une violence. Et il faut rappeler un autre phénomène contre lequel nous avons lutté, nous luttons et nous lutterons, qui est le clientélisme, qui, je ne sais pas dans les autres villes, mais qui à Marseille a... Oui, on a une génération de clientéleurs ou de clientéleuses, je ne sais pas comment les appeler, ouais, des hobbyistes comme on dit dans les quartiers. Mais le pain, c'est-à-dire les alimentaires, oui, c'est comme ça qu'on le traduirait. Oui. À Marseille aujourd'hui, quand un jeune, je l'ai vécu, je l'ai vu, donc je peux en parler, demande un emploi ou une formation à un élu, il lui répond « Monte une petite asso, je te filerai 5 000 € de subvention ». Voilà, c'est ça le clientélisme. Alors, on lutte contre le clientélisme, mais en même temps, moi je le défends. Si ce qui reste aux pauvres, pourquoi ils ne l'utiliseraient pas? Si c'est pour avoir une place en crèche, il faut du piston. Pour avoir un HLM, il faut du piston. Pour avoir une formation, il faut du piston. Pourquoi ils ne l'utiliseraient pas aussi? Donc à un moment donné, luttons contre le clientélisme, mais en sachant aussi que c'est la dernière arme, la dernière porte à laquelle peuvent taper les pauvres. Jamel Attala. Bonjour, bonjour, merci. Et Nordine Nasni, qui est militant EFI, je peux le dire aujourd'hui ou pas? Aussi de l'Union Populaire, pardon. Un des membres fondateurs du MIB, ancien porte-parole de José Bové, accusé du peu, etc., etc. Bon, voilà, je laisse parler Jamel et je vous laisse leur faire un triomphe, vraiment. Merci, donc je me présente, Jamel Attala. En 83, j'avais 18 ans. 18 ans, je venais sortir du système scolaire. J'avais un diplôme de monteur en installation sanitaire entre les mains. Et je pensais que j'allais pouvoir me vendre dans le marché du travail. Et puis résultat des courses, comme toute une grande génération de cette époque, parce que c'était la fin des 30 glorieuses, la crise du chômage, la montée du Front National à cette époque-là. Donc je suis resté dans le quartier comme beaucoup de jeunes de ma génération à cette époque-là. Et à ce moment-là, donc, on a vécu des situations que vous connaissez tous, et puis ça a généré beaucoup de choses. Donc la marche est arrivée par là. Et bien souvent, aujourd'hui, j'ai 59 ans et je me dis, grâce à cette marche, j'ai évité peut-être le pire dans ma vie. Et je remercie des gens comme Christian Delorme à l'époque que j'ai croisé, qui me disaient que j'avais beaucoup plus de chances de m'investir dans ce qu'on appelle les combats non violents pour l'obtention d'une égalité utopique, hein, on va dire ça comme ça. Et grâce à ça, j'ai évité beaucoup de choses. Donc la marche a eu lieu, on a raconté beaucoup de choses. La France avait besoin, en tous les cas, le pays avait besoin d'une initiative de ce type à l'époque. Et ce que je dis bien souvent, si elle a eu un grand succès, il y a eu à la fois des constats qui ont été faits dans ces quartiers, mais en même temps une convergence, une énergie dans ce pays où on sentait qu'il y avait une population qui voulait vivre dans le commun et construire dans le commun. En tous les cas, ça correspondait à cette époque-là. Après la suite de l'histoire,
on la connaît. Donc pour finir, je vais tout de suite rebondir sur ce qu'il disait à la fin Mohamed et d'autres sur la question de comment ces quartiers populaires on fait une levée de bouclier pour cette élection présidentielle. Je pense qu'aujourd'hui, à certaines personnes, en tout cas des acteurs importants de la gauche, ont compris qu'il y avait une vraie fracture dans ce pays, et cette fracture, elle a été construite, pensée et organisée par des élites françaises. Moi, je le pense vraiment. C'est peut-être brutal de ce que je vais dire, mais c'est exactement ce qui se passe. Et aujourd'hui, on a des gens de gauche assez responsables qui ne veulent pas que ce pays dérive dans ces violences qui peuvent nous mener dans une catastrophe. Et je remercie des gens comme Mélenchon d'avoir pris aussi ces thématiques à bras-le-corps. Et je pense que ça a secoué aussi les grands quartiers populaires. Et en même temps, il y a eu des transformations. Cette jeunesse des quartiers populaires des années 80 qui était dans l'échec scolaire pour une grande partie, ou dans le chômage et tout ça, où Hanifa le disait tout à l'heure, très peu de diplômés. Moi, aujourd'hui, quand je vois cette jeunesse investir des organisations politiques nouvelles comme LFI, j'entendais tout à l'heure Laïla, Doriane, d'autres, je suis hyper satisfait. Je me dis, ça peut marcher. Et je prends l'exemple de mes enfants. J'ai 2 filles, une qui est pénaliste et l'autre qui est biologiste, et qui sont jeunes et qui étaient très très loin de la vie politique et qui s'investissent de plus en plus sur les questions de discrimination, parce que c'est réel, c'est quelque chose de réel. Donc voilà, je suis assez optimiste pour la suite, et je pense que les quartiers populaires, en tant qu'entité politique un peu, où les grands responsables voyaient ça un petit peu de loin en disant, à part être ce qu'on appelle des apports électoraux, il n'y aura pas d'autre chose à faire avec eux. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'exhorte toute cette jeunesse à rentrer et à prendre des postes à responsabilité dans ces organisations politiques, parce que demain, la population française, elle est diverse, elle est colorée, et puis ça doit le voir au niveau du gouvernement, ça doit se voir. Voilà. Très court. Non, vas-y. Je sais pas faire court. Tellement les problèmes, ils sont denses, Hanifa. Tu vois, regarde, tu parlais... Dans le micro, parle dans le micro. Bonjour tout le monde. Hanifa, elle parle, parce que moi, ce qui m'avait touché à l'époque, quand j'avais une petite vingtaine d'années, c'est la mort de Lawari Ben Mohamed à Marseille. Par le brigadier Taillefer. C'est-à-dire que ce truc-là, il m'est toujours resté dans la tête. Je prononce les prénoms des policiers qui ont assassiné et qui ont été condamnés à rien du tout, comme s'ils avaient tué un chat ou un chien. Comprenez-le, à l'époque, c'était pas possible pour nous. Donc c'est vrai qu'il y a eu des réactions. Bon, on parle... moi, il y en a peut-être qui vont parler de violence urbaine. Moi, je pense que c'est des réactions humaines qu'on a eues. On ne peut pas accepter qu'un copain ou quelqu'un avec qui on a grandi puisse se faire tuer, que ce soit par un policier ou par un beauf. Hanifa, elle a parlé de l'association. C'est l'association des mères victimes des crimes racistes et sécuritaires. Parce qu'à un moment, en France, on avait l'impression qu'on pouvait tuer un enfant d'immigré pour une histoire de poste-cassette ou de voiture volée. J'ai vu ce qui s'est passé à Vénissieux. Hein? Je veux bien que les syndicalistes, SGPFO, il fait le malin à la télé, ils pensent que c'est normal de tirer, parce que le jeune qui était dans la voiture, il aurait touché le policier. S'il l'a touché si violemment que ça, comment il sort au bout de 2 jours de l'hôpital? Comment ça se fait qu'il est sorti au bout de 2 jours? C'est rapide. Je trouve que c'est très rapide et que la vie de quelqu'un, on ne peut pas l'expliquer comme ça. Tuer quelqu'un comme ça et venir nous dire à nous que c'est totalement normal, sans qu'il y ait eu d'enquête, sans qu'il y ait eu d'expertise balistique, parce qu'on est devenu comme ça. Moi, à 22 ans, je suis parti en Algérie pour faire l'armée. Parce que je ne voulais pas faire ici. La manière dont on nous parlait, la manière dont on nous traitait, c'était pas possible. Et quand je suis revenu, j'ai été exempté, donc j'ai pas fait. J'ai été exempté. Quand je suis revenu, peut-être 1 mois après, dans ma cité, là où j'ai grandi, un ami avec lequel j'ai grandi a été assassiné par un beauf. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que le beauf, c'est-à-dire le français en souffrance, parce qu'il voyait des immigrés autour de lui, il avait le droit de tirer et de tuer, et on pouvait nous expliquer ça. À l'époque, il y avait une association qui s'appelait l'association Légitime Défense, dont le créateur était
Ok. Était maître garrot. Hein, et il légitimait le fait de pouvoir. Donc c'est vrai qu'il y a eu des émeutes, quoi. Oui, c'est vrai, il y a eu des émeutes, des voitures brûlées. Ouais, c'est vrai. Mais il n'y a eu personne qu'on a assassiné, nous. Nous, on n'a tué personne. Nous, on a réagi à ce qui se passait. On était en souffrance, on avait de la douleur. Parce qu'on a vu ce que nos parents avaient subi. On a vu ce que nos parents avaient subi. Et on s'est dit non, il faut que ça s'arrête, c'est pas possible. C'est pas possible, donc on s'est battu. On a fait... Jamel a parlé de la marche. Mais il faut savoir que quelques temps avant la marche, il y a eu une grève de la faim au quartier Montmousseau. Ils ont fait une grève de la faim pour protester contre ce qui se passait. Pas parce qu'ils voulaient l'égalité, mais parce qu'ils en avaient marre que la justice à Lyon assassinait les gens dans les tribunaux. Il y avait des jugements racistes. Des trucs où, parce que c'est Mohamed qui l'a fait, et ben c'était triplé, doublé. C'est vrai, t'as rien fait. Mais voilà quoi. Moi j'habitais à Nanterre, j'ai grandi en bidonville. Je vais pas faire pleurer les chaumières parce que beaucoup de gens ont grandi un peu comme nous dans les bidonvilles, les cités transit, où souvent dans les cités transit le gardien était un ancien d'Algérie, soi-disant il connaît l'autochtone. Nous dans la cité on lui a fait la misère, on l'a chassé. Je vous dis la vérité, on l'a chassé de la cité. On a arrêté de payer le loyer parce qu'on ne pouvait pas payer des cabanes. On a arrêté de payer l'électricité parce qu'en 84, il y avait un hiver tellement rude qu'il a fallu qu'on prenne des radiateurs et pour se chauffer, donc ça faisait trop cher. Donc on a dit aussi aux autorités qu'on a arrêté de payer les factures d'électricité. Mais pour en revenir à nos quartiers, les gens, ils veulent s'impliquer en politique. Mais ils ne veulent pas se faire doser. Quelle que soit l'organisation. Moi, quand je vous dis à Nanterre, je suis chez moi, je suis chez moi. Et s'il y en a qui veulent venir voir, qu'est-ce que c'est la différence entre être chez soi, parce que les gens, ils te connaissent en tant que personne engagée et militant, ils nous respectent. Les petits frères, les sœurs, les gens, ils voient bien. Mais ils voient que des fois, il faut mettre des coups de coude pour pouvoir accéder. Et certains, à gauche, ils ont du mal à lâcher la place. C'est-à-dire qu'il y en a, ils font 20 ans, 30 ans, 40 ans de mandat. Ils sont si indispensables que ça. Ils sont si... ils peuvent devenir maire, député, sénateur. Oh, gars, calme-toi. C'est bon. Tu fais un mandat, 2 mandats, et après, tu restes tranquille. Tu n'es pas indispensable. Hein. Comme ils disent les lascars, dans les quartiers... Il y a plein de gens indispensables dans les cimetières. Voilà. Ciao. Merci à tous pour cette conférence. Comme vous l'avez compris, on a vraiment survolé, mais survolé. 1 heure, c'est pas assez pour 40 ans de combat que nous avons vus. Merci et on espère les amphis à la Busserine.